Il est 7h38, l'heure de retrouver notre invité en toute franchise, Sébastien Oger, aujourd'hui qui s'y colle. Bonjour Bastien. Bonjour Christophe. Et on souhaite la bienvenue à Marc Fesneau. Bonjour. Vous êtes président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. La France n'a toujours pas de budget. Alors le Premier ministre consulte les partis pour essayer de trouver une sortie de crise. Il vous a appelé hier soir, je crois. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? On est dans une situation, je lui ai dit qu'on est dans une situation qu'il connaît bien. D'habitude, le budget est voté à peu près dans ces eaux-là. Et là, on n'a pas de processus budgétaire possible devant nous pour l'instant, puisque la commission mixte paritaire qui s'est réunie vendredi a échoué. Bon. Donc on est dans des délais qui sont extrêmement contraints, ce qui fait qu'évidemment, il y a ce qu'on appelle la loi spéciale, qui est une forme d'expédient. Parce que la loi spéciale, ça permet de prélever des impôts et de payer les fonctionnaires. On prélève l'impôt, on prélève les fonctionnaires, on évite un chaos, ce qu'on appelle aux États-Unis un shutdown. Donc ça nous laisse du temps, ça ? Oui, enfin, ça laisse du temps et en même temps, on a quand même besoin d'un budget. On est une grande nation, on a besoin d'un budget pour les armées, on en a beaucoup parlé, par exemple l'affaire du porte-avions, mais pas seulement. On a besoin d'un budget pour regarder les orientations qu'on a envie de donner, on a besoin d'un budget pour les moyens supplémentaires, pour la justice, pour la police, etc. Et puis pour essayer de l'équilibrer. Et donc, la question qui se pose depuis le début, c'est comment on arrive à trouver un compromis entre des forces politiques qui, singulièrement, n'ont pas le même avis sur la question budgétaire. C'est possible, ça ? Ouais. On a réussi à le faire sur le projet de loi de la sécurité sociale. Manifestement sur le projet de loi de finances. Alors, il a manqué de temps aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, il faut peut-être essayer de regarder quelles sont les voies et moyens. Et le Premier ministre va rencontrer l'ensemble des forces politiques aujourd'hui. C'est au fond, est-ce qu'il y a de la bonne volonté qui permette d'aboutir dans les mêmes termes que ce qui s'est passé pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale? Moi, je préférerais ça. Parce que ça si on n'a pas, on fait quoi ? Si on ne l'a pas, on connaît les outils qui restent à disposition du gouvernement. Ça s'appelle l'engagement de responsabilité. Le 49.3, oui. Passage en force. Non, c'est pas un passage en force, pardon. Excusez-moi de vous le dire. Le passage en force, c'est quand, avant qu'on ait débattu, on dise « je vous impose mon projet ». Et quand personne ne se met d'accord, et quand l'impuissance collective se met en route, il faut bien qu'on ait un budget, non ? C'est pas un passage en force, c'est une obligation d'avoir un budget. Ce serait un terrible aveu d'échec, non ? Parce que le Premier ministre lui-même s'était engagé à ne pas avoir recours au 49. Mais ça serait un aveu d'échec de qui ? Ce ne serait pas un aveu d'échec du gouvernement, ce serait un aveu d'échec du parlementaire. Donc moi, je fais appel aux parlementaires que nous sommes pour essayer de trouver un chemin de compromis. Parce qu'on ne peut pas critiquer le gouvernement en disant il impose quelque chose quand soi-même on n'est pas capable de se mettre d'accord. Et donc la responsabilité des parlementaires, c'est de se mettre d'accord. Donc vous dites ce matin, il faut un 49.3. Non, je dis la responsabilité, c'est de se mettre d'accord et d'essayer de trouver un chemin d'accord. Mais là, c'est pas possible, vous voyez. Non, mais là, dans le délai, c'est pas possible d'ici la fin d'année. Mais d'ici le mois de janvier, au début du mois de janvier, est-ce qu'il y a des forces qui ont envie de se mettre d'accord ? Et si elles ne peuvent pas se mettre d'accord ? Et s'il y a que de la mauvaise volonté ? 49.3. Et à ce moment-là, mais on Marc engage Fesneau, la ça responsabilité change rien du au problème, gouvernement. parce que pour qu'il y ait un 49.3 et pour pas qu'il y ait de motion de censure derrière, il faut quand même à minima un accord de non-censure avec les socialistes. Est-ce que ça, vous pensez que c'est possible ? Mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que personne ne veut rien assumer dans ce pays, en fait. Pourquoi on serait obligé d'un 49.3 ? Parce qu'en gros, c'est comme ça, tout le monde pourra dire « j'ai pas voté ce budget, on me l'a imposé ». Si on pouvait être un peu plus des adultes responsables dans la pièce en termes démocratiques, ça serait pas mal. C'est-à-dire qu'on dise « j'assume que ça n'est pas mon budget, c'est pas le nôtre non plus, hein ». C'est le budget de personne. Mais on vous donne c'est un budget qui n'a pas de parents, d'une certaine façon. C'est ça qui est assez paradoxal. Et tout le monde dit, il faut un budget, parce que j'entends. Mais il faut faire des concessions quand même. Mais j'ai pas de problème à faire des concessions et à faire des compromis. Les socialistes demandent par exemple 10 milliards d'impôts en plus, notamment sur les holdings, les grandes entreprises. Est-ce que ça, vous seriez prêt à dire d'accord ? Quelles sont leurs concessions ? Les concessions, c'est pas unilatéral. C'est pas donne-moi tout et je te donnerai rien. Mais là-dessus, vous seriez d'accord, vous ? Non, mais nous, on a porté des amendements pour ce qui est du groupe Modem en termes de justice fiscale. Et parmi ceux-là, il y avait d'ailleurs des éléments qui étaient dans le texte du gouvernement sur la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés qui a fait buter la commission mixte paritaire. C'était un projet gouvernemental. Donc, il y avait du terrain d'entente sur un certain nombre de sujets. Mais il faut aussi que les socialistes nous disent est-ce que vous acceptez qu'il y ait des baisses de dépenses ? Est-ce qu'on peut faire des économies ? Donc, vous leur dites si vous acceptez des économies, on accepte vos 10 milliards. Je leur dis, je nous dis collectivement, recettes supplémentaires, dépenses en moins. Parce que sinon, il n'y a pas d'équilibre budgétaire. Et on se retrouve avec une version qui est celle du Sénat, avec un déficit de 5,4% de déficit sur le budget. C'est Bruno Retailleau, c'est trop. Voilà. Bruno Retailleau, le patron de LR, disait hier dans les colonnes de Ouest France que le gouvernement est pris en otage, selon lui, par le Parti socialiste. Le Premier ministre doit, en priorité, selon lui, cesser de tout céder aux socialistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord avec ce... Alors, on voit bien les jeux de posture politique et les batailles et les querelles qu'il peut y avoir à l'intérieur des LR. Bon, ça, c'est leurs affaires, ce n'est pas les miennes. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, la preuve, s'il s'agissait de tout céder aux socialistes, nous aurions un budget. Eh oui. Et donc, la volonté du Premier ministre n'est pas celle-là. La volonté du Premier ministre, c'est de trouver un point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est dette, déficit, priorité de dépenses publiques et quel est le ratio d'impôts qu'on met dans tout ça.
Est-ce que, en un mot, dans ce contexte de disette budgétaire, un porte-avions à 10 milliards d'euros, comme annoncé hier par Emmanuel Macron, c'est audible pour les Français? Oui, alors c'est pas 10 milliards en une année N. Non. Ce qui est audible, oui, c'est cher, mais c'est le prix de la liberté. Au fond, si on en rabat sur la question de défense et de sécurité, on perd notre liberté. Et quand il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien. Marc Fesneau, vous avez été ministre de l'Agriculture pendant 2 ans, donc vous avez forcément un regard attentif sur la contestation. Alors, on a vu que les blocages avaient largement diminué ce matin. Est-ce que, selon vous, c'est la fin de la crise ou c'est juste une trêve de Noël? Il ne faut jamais penser que c'est une fin de crise pour l'avoir traversé des crises aussi agricoles. Donc, il faut toujours regarder ça avec modestie. Je pense qu'il y avait aussi un moment, une volonté chez les agriculteurs de dire c'est les moments de rassemblement de Noël, sont des moments où il y a beaucoup de déplacements de nos compatriotes et on ne va pas bloquer les déplacements de nos compatriotes d'une famille à une autre. Et donc je pense que de ce point de vue-là, c'est plutôt ça ce qui a voulu être envoyé comme signal par l'ensemble des syndicats, d'ailleurs, d'une certaine façon. Ça n'empêche que la crise qui reste, d'abord parce qu'on a une crise sanitaire, il faut qu'on arrive à s'en sortir. Et c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de drames. Alors justement, là-dessus, si vous voulez bien, vous avez publié hier une tribune avec d'autres anciens ministres de l'Agriculture pour soutenir la stratégie du gouvernement sur la dermatose nodulaire et notamment l'abattage systématique des troupeaux quand il y a un cas de maladie dans le troupeau. Et vous écrivez ceci: les décisions sanitaires ne peuvent se fonder ni sur l'émotion ni sur l'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, selon vous, cette contestation, c'est l'émotion contre la rationalité? Mais par nature, c'est de l'émotion quand vous abattez un troupeau. J'ai vu des éleveurs parfois... Oui, mais eux, ils disent qu'il faut de la vaccination. Ils n'arrivent pas sans solution. Non, mais la vaccination, et pardon de vous dire, c'est pas une décision du gouvernement, c'est une décision des autorités scientifiques. Si on commence à dire que les autorités scientifiques ont tort, si moi, je me permets de dire ça, qui suis-je d'abord pour le dire? Et donc, qu'est-ce qui va gouverner nos décisions? L'opinion. Et quand vous décidez juste sous la pression de l'opinion, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure conseillère. Et c'est pas agréable de le dire, ce que je dis là. Mais, donc le gouvernement a raison de résister. On ne résiste pas, la question n'est pas de résister aux agriculteurs. Historiquement, on a éradiqué un certain nombre de maladies, je pense à la fièvre afteuse dans ce pays, qui a fait des ravages dans toutes les étapes de France à une certaine période, parce qu'on a eu ces mesures-là. Et c'est des mesures qui sont dramatiques. Donc personne ne nie ça. Donc on a besoin d'écouter les agriculteurs. Il faut en passer par là, en fait, c'est ce que vous nous dites. On est obligé d'en passer par là. Alors, sauf que la stratégie peut évoluer dès lors que la couverture vaccinale est beaucoup plus grande. On est sur des animaux qui peuvent être porteurs sains, on les transporte, et une fois qu'on les a transportés, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé, ils passent d'un département à l'autre jusqu'à ce que l'ensemble des foyers... C'est 5 à 10% de pertes. 5 à 10% de pertes, c'est 800 000 à 1,5 million de bovins qui seraient tués par la maladie. On a abattu 3300 bovins. C'est un drame pour les bovins et évidemment pour les éleveurs de ces bovins. Mais il faut qu'on essaie de trouver le chemin qui est le chemin... C'est la moins mauvaise des solutions. C'est la moins mauvaise. C'est très clair. C'est pas par plaisir, c'est la moins mauvaise des solutions. Un dernier point, l'autre objet de la colère des agriculteurs, c'est l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Emmanuel Macron a poussé pour avoir un report d'ici le mois de janvier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est juste reculer pour mieux sauter? Non, mais il n'a pas reculé pour mieux sauter, il n'a pas poussé pour avoir un accord. Il a poussé pour avoir des garanties. Un report. Oui. Mais pas une annulation. Non, mais on est d'abord 1 sur 27, donc il faut qu'on trouve des alliés. Le président de la République a trouvé des alliés pour non seulement avoir un report, mais avoir des clauses de sauvegarde et un certain nombre de mesures qui permettent, tout en ayant un accord, parce que la question, c'est pas de ne pas avoir d'accords commerciaux. Mais s'il y a ces clauses, il faudra signer. Donc. Mais il me semble que si on a des clauses, on ne peut pas à chaque fois dire on veut ça, on veut ça, on veut ça. Donc on va regarder ce qu'il y a dans les clauses. Et puis moi, je vais vous dire, sur le fond, on est une puissance exportatrice agricole. Donc le sujet principal pour l'agriculture, c'est de retrouver sa compétitivité. C'est ça ce que réclament aussi les agriculteurs, les éleveurs, ceux qui sont sur les barrages, c'est qu'on leur donne les moyens de produire. Donc il ne faut pas tout jeter. Parce que eux ils disent on ne veut pas un report, on veut pas de cet accord. Mais pardon, c'est un accord. On avait dit beaucoup de mal de l'accord du CETA, vous vous souvenez, avec les Canadiens. C'est bénéfice net, je crois que c'est un peu pas loin de 500 à 700 millions d'euros par an. Et on nous avait fait toute une histoire en disant cet affront va sacrifier l'agriculture. C'est les agriculteurs qui sont bénéficiaires de l'accord du CETA. Pourquoi? Parce qu'on était plus productifs et plus compétitifs sur ces filières. Et donc la question, c'est la compétitivité de nos filières et pas seulement quand les accords sont mauvais. Il faut les changer, c'est ce que s'emploie à faire le président de la République. Mais en soi, le commerce pour l'agriculture française, c'est un élément déterminant de sa compétitivité et de sa richesse. Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir été notre invité. Merci Bastien Auger.